Plus de 4 millions d'Ukrainiens ont déjà fui la guerre en Ukraine en l'espace de 36 jours. Pour la moitié d'entre eux, direction la Pologne. L'Europe n'a pas connu de tels déplacements de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Un exode massif donc et une catastrophe humanitaire en cours dans les villes assiégées et bombardées, de Mariupol à Irpin en passant par Tchernihiv. On en parle avec Frédéric de Saint-Cernin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes directeur général délégué de l'ONG Acted, ancien ministre français, on le précise. Peter Turnley, bienvenue à vous. Vous êtes photojournaliste, photoreporter franco-américain de retour d'Ukraine. Avec votre frère jumeau David, vous avez couvert la Somalie, la Bosnie, le Rwanda, l'Irak et la Tchétchénie, pour ne citer que ces conflits. On verra comment vous avez ressenti cette nouvelle guerre dans le monde. Frédéric de Saint-Cernin, je le disais dans le rappel des titres, nouvelle tentative d'évacuation des civils de Mariupol. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, se dit prêt à diriger des opérations d'évacuation demain, vendredi. Est-ce que vous y croyez cette fois-ci ? Oui, j'y crois, nous y croyons, et c'est une bonne nouvelle, parce que depuis le début du conflit, on parle de corridors humanitaires, mais qui sont déclarés par tel ou tel belligérant. Or, un corridor humanitaire, pour que les humanitaires puissent travailler dans la quiétude toute relative, évidemment, dans ce climat de guerre, il doit être organisé par le CICR. Pour nous, c'est un gage d'une organisation respectueuse du travail des humanitaires et qui va permettre d'évacuer. D'autant plus que l'Ukraine accuse la Russie d'avoir... Ce sera la première fois que nous aurions ce corridor humanitaire organisé par le CICR. Depuis le début de ce conflit. Voilà. D'autant plus que l'Ukraine, j'allais dire, accuse la Russie d'avoir déplacé de force 15 000 civils de Mariupol vers le territoire russe, qui est illégal au regard du droit international. On ne peut pas forcer un civil à se rendre dans un pays qui plus est belligérant et qui attaque son propre pays. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Non, pas plus que ça. Nous avons suivi en effet les demandes de corridors humanitaires de telle ou telle partie prenante au conflit. Nous, c'est quelque chose sur lequel nous ne nous engageons pas parce qu'on pense que vouloir faire partir des civils alors qu'encore une fois le CICR n'est pas garant de la sécurité des civils, c'est trop risqué. Pourtant, je le dis, nous travaillons à peu près partout aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes présents, nous Acted, depuis 2015 sur la ligne de contact, donc pour travailler sur la partie Donbass que maintenant tous les Français situent géographiquement. Aujourd'hui, c'est évidemment plus difficile, mais nous arrivons à travailler selon évidemment les informations que nous avons à peu près partout dans le pays, excepté, c'est vrai, depuis quelques semaines, Mariupol. Or, à Mariupol, nous avions un bureau. Et il a fermé du coup. Le bureau a fermé, il nous reste encore un employé qui nous donne des informations, ce qui nous permet quand même de pouvoir travailler. Et on va voir concrètement quelles sont vos actions, puisque vous êtes une organisation non gouvernementale de solidarité. On verra quelles sont vos opérations humanitaires. Peter Turnley, dès la mi-février, vous étiez convaincu que cette guerre était inéluctable entre la Russie et l'Ukraine. Vous faites alors votre sac à dos, vous partez en Pologne et en Ukraine. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce conflit qui dure depuis 36 jours maintenant ? J'avais déjà couvert beaucoup de crises de réfugiés dans le monde. J'ai commencé à couvrir ce thème en 1988. Et à travers l'histoire, j'ai témoigné beaucoup d'histoires de réfugiés. Là, on découvre vos photos pendant que vous parlez, photos prises donc récemment vis-à-vis de ces réfugiés. Hein. Oui. Alors, en Ukraine, premièrement, comme on sait, c'est la première grande... C'est la plus grande exode de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et la chose qui frappe peut-être le plus, c'est le fait que les réfugiés sont surtout des femmes et des enfants. Et ça représente maintenant, puisqu'il y a 4 millions de réfugiés, ça représente également 4 millions de relations brisées entre pères, entre frères, entre oncles, entre grands-pères et tous les amis mâles. Et vous avez capté d'abord la séparation à la gare de Lviv. Vous êtes monté dans le train, vous êtes resté debout pendant 12 heures. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter ? D'abord peut-être le moment fatidique de la séparation ? Je pense que peut-être une des expériences de ma vie photojournalistique le plus extraordinaire, c'était ces 12 heures de train que j'ai fait entre Lviv et la Pologne dans une voiture de train qui débordait de réfugiés. Il n'y avait pas un centimètre de libre. Et quand les gens sont montés dans le train, ils appelaient tous pour leur dernier coup de fil à leur famille, à leurs amis. Et puis le train commençait à partir et tout d'un coup, je voyais tous les yeux des gens dans cette voiture qui étaient mouillés, qui étaient en larmes. Mais les gens étaient en même temps calmes et très courageux et pleins de dignité. Moi, quand je fais des photos, j'aime bien regarder les gens droit dans les yeux. J'aime bien travailler près des gens. J'ai envie, quand les gens regardent mes photos, qu'ils ont l'impression eux-mêmes de regarder dans les yeux des gens que je photographie.
Et j'ai envie de donner la possibilité aux gens de considérer l'humanité des gens que je vois et que je témoigne. Là, c'est ceux qui sont partis, Frédéric de Saint-Cernin. Avant de partir, vous racontez le périple d'une famille ukrainienne réfugiée en Pologne. J'aimerais vous entendre donc sur vos actions. Aujourd'hui, de quoi manquent les Ukrainiennes et les Ukrainiens auprès de qui vous travaillez ? D'abord, nous travaillons en Ukraine, c'est-à-dire auprès des populations déplacées. On vient de parler des réfugiés, 4 millions de réfugiés, ce qui est énorme, c'est 10% de la population. Donc, partis plutôt en Pologne, mais aussi dans d'autres pays limitrophes. Il y a 6 millions, un peu plus de 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur domicile, qui sont restés dans le pays, mais qui ont quitté leur domicile. Donc, notre première action est auprès de ces populations. Nous avons 200 employés, mais comme je vous le disais, nous sommes présents depuis 2015 et nous avons tissé des relations avec ce qu'on appelle des centres communautaires, c'est-à-dire des collectivités, des communes, des centres hospitaliers. Donc on travaille avec ces gens-là qui nous disent exactement ce dont ils ont besoin. Fournissez, ce sont essentiellement... Alors, de la nourriture, ce qu'on appelle de la nourriture sèche, des articles d'hygiène, hygiène pour les femmes, pour les enfants. Comme vous le disiez, c'est très important parce qu'en effet, on a les femmes et les enfants qui se trouvent déplacés, alors soit dans les communautés hautes, ou soit dans des centres d'accueil, églises, écoles, gymnases, et puis kit de cuisine, enfin... tout ce qui correspond à de la vie quotidienne, parce que ce qui est très important, moi ce qui m'a frappé aussi quand je suis allé à la frontière ukrainienne de Pologne et que j'ai vu ces déplacements de population, a commencé d'ailleurs par les employés d'Acted, parce que nous avons eu des employés qui se sont déplacés. Je vous parlais de Mariupol, nous avions 20 employés, certains sont partis. Dans les premiers jours, premières semaines, on mettait 30, 40, 50 heures, 60 heures pour passer à la frontière. Et en effet, on était frappés de voir ces familles éclatées, les femmes, les enfants, des personnes plutôt âgées, assez peu, je dirais, portant assez peu de bagages. Une valise, un sac. Ils sont partis dans l'urgence. Voilà, ils sont partis dans l'urgence, et probablement parce qu'ils se sont dit, on va revenir. D'abord parce qu'on a nos maris, nos frères, etc. Et puis peut-être, on n'imagine pas en Europe, on est dans un état de sidération, on n'imagine pas en Europe qu'on part pour la vie. Alors que dans les pays où on travaille, que vous connaissez bien, dans les pays du Sud, ce que j'appelle le Sud, c'est-à-dire les pays d'Afrique, où il y a des mouvements de population, les gens partent en famille avec tout ce qu'ils ont. Malheureusement, ce qu'ils ont, c'est souvent peu, mais c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Vous avez ressenti ça, essayé de capter aussi ces moments où partir, oui, dans l'urgence, oui, mais vers où on ne sait pas. Ce que je peux dire que ce moment de cette invasion en Ukraine, c'est un moment de tragédie, mais insoutenable, d'une magnitude qu'on ne peut pas imaginer. J'ai vu énormément de malheurs et de crises, malheureusement, dans ma vie, mais la magnitude du malheur et de vie brisée, carrément brisée par cette guerre est quelque chose. Notamment, d'ailleurs, les personnes âgées que vous citez, Frédéric de Saint-Cernin, c'est vrai que les personnes âgées, vous arrivez à capter une détresse, presque parfois une souffrance, mais aussi avec beaucoup de solidarité entre elles. Et je dis toujours que ma façon de voir le monde, pour moi, sur la planète, tous les êtres sont mes frères et mes sœurs. Je vois la planète comme ma famille. Et donc, quand je vois dans les visages des gens... moi, ce que j'essaie de faire, c'est de m'identifier comme si c'était ma propre famille. Et souvent, en voyant par exemple les vieilles dames, je pense à ma propre mère qui avait 82 ans et elle est morte il y a 2 ans, mais elle était morte, elle était invalide, mais elle était soutenue par l'amour à la fin de sa vie. Et je voyais ces vieilles dames qui étaient seules, qui partaient vers l'inconnu et qui savaient que probablement elles allaient mourir dans un endroit qui n'était pas leur propre patrie. Et je ne pouvais pas imaginer ma propre mère dans cette situation. Pourquoi le noir et blanc ? Je communique en noir et blanc parce que je pense qu'il y a un élément hors temps. C'est souvent la couleur est vraiment enracinée dans le maintenant. Tandis qu'avec le noir et blanc, puisqu'on a juste quelques degrés de la réalité, ça permet des fois concevoir des thèmes un peu plus intemporels. Frédéric de Saint-Cernin, 36 jours donc après cette guerre, vous, avec Acted, désormais, quelle va être la priorité ? C'est vrai que c'est un conflit où des ONG comme vous, on imagine que vous naviguez à vue, il y a des négociations en cours, mais on ne sait pas trop vers quoi elles mènent, si les parties sont sincères. Oui, on s'intéresse évidemment au débat diplomatique, c'est très important pour continuer de travailler. J'en profite pour dire que s'il y a par bonheur un cessez-le-feu, si la guerre s'arrête, il y a encore énormément de travail pour les humanitaires parce que les destructions sont massives, les gens sont touchés. On a du mal à imaginer le nombre de morts, on n'en est pas capable. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, je ne parle pas des blessés, mais il y a énormément aussi de destruction. C'est une guerre qui fait des ravages et donc on parle beaucoup de l'urgence et c'est vrai que le temps médiatique, se concentre sur les urgences et les
les images, les photos là que vous nous montrez provoquent une grande émotion. Mais une fois que l'urgence est passée, il y a le temps de la reconstruction qui est un temps long et qui demande aussi beaucoup de finances. Donc nous, on apporte des produits d'urgence, on apporte des besoins de première nécessité, comme on les appelle. Aussi dans le Donbass, région que vous avez citée, notamment Louhansk et Donetsk. Absolument. Quelles sont les informations en provenance? On a très peu d'images, très peu d'informations de cette région-là, contrôlée par des séparatistes pro-russes. Alors nous travaillons à la limite, on ne travaille pas dans la partie russe. On travaille, comme je vous le disais, sur la ligne de... Mais pourquoi? C'est volontaire ou c'est parce que vous n'avez pas le droit d'y aller? Ah non, c'est pas du tout parce que c'est volontaire, c'est parce que pour nous c'est plus difficile. Ouais. On travaille à peu près partout dans les pays les plus dangereux, les plus engagés. On est l'une des principales ONG mondiales en Syrie, au Yémen, en Afghanistan, on est la plus grosse ONG internationale. Donc on a l'habitude de travailler dans des zones de conflit, dans les endroits difficiles. On accomplit ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Puis après, il y a des moments où on ne peut pas aller, et puis ça correspond aussi à des réalités. C'est pour ça que c'est très important d'avoir pour nous des employés locaux. On a des informations pour savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pénétrer. J'ajoute que ceux qui nous financent sont des grands bailleurs institutionnels internationaux. Les agences des Nations Unies, on est très soutenus par l'UNICEF, par le HCR. Là, on parlait des réfugiés, on est la principale ONG en Moldavie, on travaille financé par le HCR. L'Union européenne nous soutient. Les États, au travers de l'aide publique au développement ou sur des programmes d'urgence, nous soutiennent aussi. Donc, ces financements correspondent aussi à des programmes que l'on peut mener, j'allais dire en toute sécurité, dans le moins insécure possible. Oui, en termes de sécurité. Peter Turnley, je le disais, vous êtes franco-américain. Les Européens, bien entendu, les images, les clichés que vous avez pris, ça leur parle. Est-ce que les Américains ont pu voir votre série, qui s'intitule d'ailleurs cette tragédie des réfugiés à visage humain? Ou est-ce qu'ils voient ça de loin, peut-être Non, je suis ému parce que mes photos ont été maintenant publiées dans le monde entier et qui ont paru beaucoup à la télévision américaine et dans pas mal de publications. Et quand on est photographe, c'est la chose qu'on veut le plus. C'est pas une histoire d'ego, mais loin de là, c'est simplement de communiquer ce qu'on voit. Témoigner. Et moi, j'aimerais bien, je pense que cette juxtaposition de moi et monsieur ce soir, ça me fait penser à quelque chose. En revenant de l'Ukraine, je peux dire que je suis vraiment déstabilisé moralement et émotionnellement. Parce que pourtant, vous en avez vu des guerres. Le malheur est très, très important. Mais les gens me posent souvent la question, comment ça se fait, comment vous pouvez continuer à garder votre optimisme? Et si je peux garder un optimisme, c'est par les gestes incroyables, généreux, humains, décents de tellement de gens qui travaillent pour les ONG. Les gestes des Polonais envers des réfugiés que j'ai vus étaient incroyables, d'une générosité mais merveilleuse. Et puis la dignité, le courage et la bonté même des Ukrainiens, des gens qui étaient en train de perdre tout, était quelque chose que j'oublierai jamais. Vous n'oublierez jamais. Peter Turnley, merci à vous d'avoir témoigné sur notre plateau. Merci beaucoup Frédéric de Saint-Cernin de nous avoir parlé des activités d'Acted sur place en Ukraine.